Qu'est-ce qui justifie cette élection? Parce qu'il a presque tout raflé sur son chemin. Selon vous, qu'est-ce qui justifie cette rafle qu'il a fait là, dans presque tous les États, hein? Je pense que les États-Unis ne sont pas encore prêts. Je pense que les gens ne sont pas encore prêts pour se voir, envisager, être dirigés par une femme. Et le 20 janvier passé, il a pris les rênes du pouvoir. Il a commencé déjà à signer des décrets. Et parmi ces décrets-là, on peut citer tout ce qui concerne l'immigration. Quels sont peut-être les impacts que cela pourrait avoir sur les Africains, je vais dire en général, ici aux États-Unis, concernant tout ce qui a rapport à l'immigration et surtout les Africains francophones? Aussi, il n'a pas signé que des décrets sur l'immigration. Il y a beaucoup, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a plusieurs employés du gouvernement qui ont perdu leur travail à cause de certains faits qu'il a fait. Il n'arrête pas de le dire clairement. Les premières personnes qui sont ciblées, ce sont les gens à qui on a déjà donné le notice de quitter le territoire américain. Salut et bienvenue sur Josky01, la chaîne YouTube dédiée à la communauté africaine francophone vivant aux États-Unis. La chaîne Josky01 tout simplement pour informer. Nous abordons des sujets essentiels comme l'immigration, les opportunités de business et les stratégies pour réussir dans ce pays. Josky01 pour connecter. Avec notre podcast vidéo, nous donnons la parole aux membres de la communauté pour partager leur expérience, leurs défis et leurs réussites. Josky01 pour motiver. Nous souhaitons inspirer chaque Africain francophone à devenir un leader, un boss, à bâtir une vie prospère pour lui, pour sa famille et pour la communauté. Alors bonsoir Monsieur Christian, comment vous allez? Bonsoir, je vais très bien, merci. Et vous? Oui, ça va très bien, très bien. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de vous? Alors, je m'appelle Christian Amundala Lotigo. Je suis d'origine congolaise de Kinshasa. Je suis citoyen américain. Je vis ici aux États-Unis depuis plusieurs années. Et j'ai toujours du mal à parler de moi. Alors, je pense que c'est brièvement ce que je peux dire de moi. Je suis marié et père de 2 enfants. Voilà, je sers le Seigneur dans une église d'attache ici aux États-Unis. Oui. Voilà, je travaille comme Continuous Improvement Specialist. Okay. La compagnie s'appelle Senveo. Et voilà un peu. Ok, d'accord. Et vous êtes ici aux États-Unis depuis combien d'années maintenant? Je vis aux États-Unis, ça fait pratiquement 8 ans déjà. Ok. Alors, sur vos différents réseaux sociaux, vous parlez de tout ce qui a rapport à la communauté, surtout africaine francophone qui vit aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a amené à souvent parler de ces sujets-là? Je pense que c'est un constat. J'ai remarqué que les Africains anglophones qui sont ici aux États-Unis ont comme un pas de plus que les Africains francophones qui sont ici. Déjà parce qu'ils viennent de l'Afrique, mais ils ont déjà l'habitude de parler l'anglais. Et ceux qui parlent français viennent ici, alors la langue devient comme une bête noire, devient comme un frein pour plusieurs personnes. Alors, il y a plusieurs informations qui se donnent en anglais que les Africains anglophones ont la facilité de capter parce que c'est déjà leur langue, mais que nos frères qui parlent français, qui ne parlent pas encore anglais, ont du mal à voir. Donc, c'est ça qui m'a le plus motivé pour prendre ces informations en anglais et puis le mettre en français pour... français. Ok. Et généralement, quelles sont les questions que vous abordez dans vos vidéos? Généralement, sur mes différentes pages, je parle bien sûr, dès le départ, j'ai commencé juste par donner des conseils liés à la vie courante,
la vie de tous les jours. Et puis, un peu, j'ai essayé d'escalader un peu, prendre cette autre casquette de moi parce que je suis prédicateur de l'évangile. Alors, il m'arrive quelque temps de partager la parole des dieux, partager les pensées des dieux. Et ces derniers temps, je me focalise plus sur tout ce qui est immigration. Voilà. Ok. Parlons d'immigration. Le nouveau président, il a été élu, il a pris les fonctions. Ma première question pour vous, c'est qu'est-ce qui justifie cette élection? Parce qu'il a presque tout raflé sur son chemin. Selon vous, qu'est-ce qui justifie cette rafle qu'il a fait là, dans presque tous les États, hein? Qu'est-ce qui justifie ça? Je pense que plusieurs choses entrent en fonction. Déjà, premièrement, je pense qu'il avait en face de lui une dame qui a déjà, depuis plusieurs années, travaillé comme vice-présidente. Et puis, présidente, ouais. Je pense que les États-Unis ne sont pas encore prêts. Je pense que les gens ne sont pas encore prêts pour se voir, envisager, être dirigés par une femme. C'est pas que les femmes ne sont pas compétentes, c'est pas que les femmes ne peuvent pas diriger, mais ce pays, je ne vois pas encore les gens être à l'aise d'être dirigés par une femme. C'est peut-être une chose qui viendra à la longue, au fil des années, parce que de plus en plus les femmes s'élèvent dans la politique, s'établissent dans la politique. Mais je pense que l'une des choses qui a le plus donné à Trump la victoire, c'est le fait qu'il avait en face de lui déjà une femme. Et puis ensuite, beaucoup de gens avaient une image de lui, par rapport à ce qui s'est passé l'élection dernière, comment est-ce qu'il a quitté la Maison Blanche difficilement et tout. Alors les gens disaient, parce qu'il y a même plusieurs poursuites judiciaires qui étaient contre lui et tout et tout. Alors on avait une image de lui comme un homme très dur et tout, mais les gens se sont rendus compte que l'administration Biden a tenté d'engloutir le pays de plus en plus, et ça fait que tout ce qu'il a promis pendant ses campagnes et tout, alors c'était comme un rêve pour plusieurs Américains. Ils voulaient retrouver cette Amérique-là qui était avant, alors que je pense que ce sont ces petites choses qui ont joué en sa faveur. Ok. Et le 20 janvier passé, il a pris les rênes du pouvoir. Il a commencé déjà à signer des décrets. Et parmi ces décrets-là, on peut citer tout ce qui concerne l'immigration. Quels sont peut-être les impacts que cela pourrait avoir sur les Africains, je vais dire en général ici aux États-Unis, concernant tout ce qui a rapport à l'immigration et surtout les Africains francophones? Parce qu'on a commencé à voir certaines déportations, certains contrôles dans certains États. Mais je me dis, est-ce que cela pourrait affecter vraiment les Africains francophones? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ces décrets n'affectent pas que les Africains, n'affectent pas que les immigrants qui viennent aux États-Unis. Ça affecte beaucoup de gens. S'il faut se concentrer que sur l'immigration seulement, alors que l'on veuille ou pas, ça va affecter les immigrants francophones qui sont ici d'une manière ou d'une autre, parce que ce sont des décrets un peu très très durs à entendre pour la première fois, très très durs, et puis ça donne une image de lui comme un homme sans cœur, comme un homme. Mais s'il faut mettre ça sur une balance, vous verrez que ça pèse pour, ça pèse contre aussi. Il n'a pas signé que des décrets sur l'immigration. Il y a beaucoup. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a plusieurs employés du gouvernement qui ont perdu leur travail à cause de certains décrets qu'il a fait? Et pour l'immigration seulement, à ne prendre que l'exemple de ce décret qui fait cesser avoir une nationalité lorsqu'un enfant naît ici. Ça fait couler de l'encre, ça fait couler. Bien sûr.
C'est un décret très dur qui va absolument nous affecter d'une manière ou d'une autre. Ou d'une autre, oui. Bon, en fait, je parlais beaucoup plus d'immigration parce que, bon, nous, on vient de quelque part. On vient de l'Afrique. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup plus parlé de ça. C'est vrai qu'il y a d'autres domaines qui sont touchés, mais sur les lèvres de tout le monde, c'est l'immigration le point, en fait. C'est pour ça que je suis directement allé sur cette question-là. Et comme vous parlez aussi de ces questions-là dans vos vidéos, je me dis tout de suite, est-ce que les Africains devraient s'inquiéter de ça? Oui, parce que vous devez vous inquiéter de quelque chose qui vous affecte. Vous voyez, nous, de là où nous venons, de l'Afrique, beaucoup de gens n'avaient pas habitude de s'intéresser à la politique. Vous voyez, disant que la politique là, c'est pour les politiciens, ce sont des mensonges des politiciens là et tout. Mais on se rendait pas compte que le fait qu'on ne prêtait pas attention à la politique, ça ne nous épargnait pas. C'est pas parce qu'on ne s'intéresse pas à ça que ça ne vous affecte pas. C'est ça. Et nous devons nous inquiéter, nous devons réfléchir dessus, nous devons en parler parce que ce sont des décrets très durs qui séparent les familles, qui divisent les familles, voilà. Si vous avez vécu avec quelqu'un dans votre maison, même si la personne était illégale, vous avez quand même développé des sentiments, développé la fraternité et voir cette personne partir, il y a toujours un vide qui reste et c'est toujours inquiétant. C'est ça, c'est ça. Et maintenant, il y a aussi ce qui se dit un peu partout et la réalité des choses. Selon vous, quels sont les profils qui sont susceptibles d'être impactés, surtout par ces décisions qui sont en train d'être prises? Est-ce que quelqu'un qui vient qui est venu, par exemple, avec sa famille légalement, sa green card, ou bien qui est déjà sur le territoire et déjà eu son passeport, est-ce que ces mesures-là vont l'affecter? Quelles sont les personnes susceptibles d'être affectées et déportées surtout? Quels sont ces profils-là? Alors, les profils sont clairs. Il a annoncé cela depuis ses campagnes et même lorsqu'il a choisi le responsable qui va diriger ces départements de l'ICE et tout, il n'arrête pas de le dire clairement. Les premières personnes qui sont ciblées, ce sont les gens à qui on a déjà donné le notice de quitter le territoire américain. Il y a des gens de déportation. Ils ont déjà reçu le notice, cette lettre que voilà, votre asile n'a pas été accordé, votre demande, ceci n'a pas été accordé, alors vous devez déjà quitter. Et ces personnes, ils n'ont pas quitté, ils sont en train de vivre sous les radars de l'immigration. Alors ce sont d'abord ces personnes qui sont les premières personnes ciblées à être déportées. Et en second lieu, il y a ceux qui sont ici, ils ont leur asile en cours, leur demande en cours et tout, mais ils sont dans des crimes. Ils sont dans des choses, genre ils ont commis des crimes, certains sont arrêtés, ils sont dans les jails, dans les prisons, d'autres ils sont libres, mais ils ont des antécédents criminels. Voilà, c'est les mots que j'ai cherchés. Alors c'est eux qui sont en train de partir parce que dernièrement j'ai vu une vidéo d'un Haïtien qui est membre d'une gang ici, ils font des troubles, ils volent, ils massacrent et tout. Alors on l'a pris, on le fait rentrer en Haïti. Vous voyez, c'est pas qu'il n'est pas en ordre avec ses documents, mais il est immigrant, mais il est lié dans les affaires de drogue, des crimes et tout. Et ce profil-là aussi est ciblé pour partir. Alors, il y a un changement tout récent qui vient de se passer. Il y a, je sais pas, je crois qu'un Haïtien ou un immigrant comme ça, un demandeur d'asile, il a tué une jeune fille américaine ici. Et voilà, maintenant, on a adopté une loi. On a adopté une loi qui vient de passer au Sénat. C'était déjà passé au House, le Parlement. Le Parlement l'a envoyé au Sénat. La loi s'appelle Laken Rally Act. On a donné à la loi le nom de la fille qui était tuée par cet immigrant.
Alors, désormais, ils disent que lorsque quelqu'un est aux États-Unis en tant qu'immigrant, demandeur d'asile et autres, il a immigré, s'il ne commet ne fût-ce qu'une petite infraction, la police peut le détenir et le mettre dans le processus de déportation. Voyez. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce monsieur qui a tué cette jeune fille avait déjà été accusé de vol avant de tuer la fille. Alors la police avait juste appréhendé, mais on ne l'avait pas arrêté. Alors du fait qu'on ne l'avait pas arrêté, parce qu'il avait commis une infraction, on l'a laissé, il a commis une grande infraction, et non seulement qu'il sera déporté, alors il a mis les autres personnes en péril, parce qu'il suffit juste que tu voles, il suffit juste que tu conduises en état d'ivresse, il suffit juste que tu fasses une petite chose et que la police te mette sur le processus. Ça gâte tout, parce que avant les crimes mineurs, les petits trucs, on laissait passer, mais à cause de ces actes, les autres ont dit, ben c'est parce qu'on t'a laissé faire ça que tu allais faire plus grand que ça. Exactement. Ils disent que si on l'avait arrêté lorsqu'il avait volé, lorsqu'il avait fait cette petite infraction, il allait être en prison, en détention, il n'allait pas commettre cette grande infraction. Alors le fait qu'il a été libre, alors toute une loi a été adoptée juste à cause de lui. Maintenant, il suffit juste d'une petite erreur pour que la personne parte. Est-ce que c'est pas quelque part justifier cette loi-là? Est-ce que c'est pas normal? Parce que je pense que ça aurait été n'importe qui. C'est ce qu'on allait faire, quoi, parce qu'il faut faire quelque chose contre ça. Oui, si nous devons parler en prenant le côté des immigrants, on va penser que c'est une loi très dure. Vous voyez, très dure. Il peut arriver à tout le monde de commettre une erreur, il peut arriver à tout le monde. Sûr. Voilà. On va voir ça de ce côté, on va essayer de diluer ça, on va dire que c'est dur. Mais mettons-nous un peu du côté de la famille de la fille qui est partie. Voilà. Ils ont perdu leur fille, ils ont perdu leur sœur, ils ont perdu quelqu'un de cher. Alors, ils voudraient que quelque chose se fasse. Voyez. Alors, nous sommes dans un pays où, voilà, les lois sont établies, Alors, une personne a commis une erreur et puis voilà, on a pris une décision pour qui va impacter beaucoup de personnes, beaucoup d'autres personnes. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Et selon vous, demander l'asile est une bonne solution pour régulariser sa condition, sa situation ici aux États-Unis? Demander l'asile, est-ce que c'est une bonne solution? Bon, je pense qu'il faut peut-être reformuler la question. Demander l'asile si vous avez vraiment besoin de l'asile. Parce que c'est pas tout le monde qui demande l'asile qui a besoin de l'asile. Il y a des gens qui demandent l'asile juste pour avoir les documents. Mais en soi, il n'est pas en danger. Il n'a pas fui dans son pays à cause... Parce que c'est un programme, c'est une opportunité accordée aux personnes qui sont en danger et qui fuient leur pays. Voyez? Et les gens essayent toujours d'extrapoler, d'abuser. Alors quelqu'un qui vient avec un visa et il ne veut plus rentrer dans son pays, alors il demande l'asile. Et voilà, on abuse un tout petit peu. Mais si quelqu'un est en danger et qu'il a fui son pays, c'est une bonne opportunité d'avoir refuge ici et de refaire sa vie ici. Est-ce que la demande d'asile n'est pas... c'est pas je vais dire un couteau peut-être à double tranchant? Bon, vous savez, c'est les blancs ou les gens intellectuels, ils établissent des lois, ils établissent des programmes ou des opportunités et ils voient comment les gens prennent et utilisent cette opportunité. Vous savez, si vous donnez à quelqu'un une main et puis la personne prend tout votre bras, prochainement, vous hésiterez de serrer la main parce que vous savez que la personne n'a pas de limites pour prendre. Bien sûr. Donc, je pense que il y a des gens qui abusent de ça et puis ça leur cause des problèmes. Il y a des gens qui prennent ça à la légère, comme si c'était une procédure simple. Je vais juste demander l'asile. C'est ça. Alors c'est ça. Difficile. Déjà une procédure qui engage les juges,
prendre les avocats, tout ça, ce n'est pas facile. Il faut pas le prendre à la légère. Il faut vraiment être intentionnel lorsque vous le faites. Ok, d'accord, je vois. Maintenant, avec avec ce qui a été lancé dans différents États ici aux États-Unis avec l'ICE, la police de l'immigration et tout, quels sont peut-être les documents que les immigrés devraient, bon, je parle en général, hein, les Africains surtout, quels sont les documents qu'on devrait garder sur nous pour peut-être éviter d'être dérangés? Les seules personnes qui n'ont pas, ils sont pas obligés par la loi de se promener avec une preuve de leur statut, ce sont les personnes qui ont la nationalité américaine. Seulement. Tous ceux qui restent résidents permanents, demandeurs d'asile, réfugiés, visiteurs et tout ça, vous devez vous promener avec vos documents, la green card, votre permis de travail, votre passeport et votre visa. C'est la loi fédérale qui oblige ça. La loi n'oblige pas seulement le state ID, le state ID, c'est aussi inclus ou bien ça ne marche pas? Le ID, c'est un document que vous faites à la suite après. Mais le document initial qui montre, parce que le state ID n'indique pas nécessairement le statut de quelqu'un. Ok. Ouais. Ça n'indique pas nécessairement le statut de quelqu'un. D'autre va présenter le driver's license. Ça n'indique pas ton statut. Mais c'est un document que tu peux présenter avec ton nom, mais ça n'indique pas ton statut. Alors, c'est la green card qui indique que tu es résident permanent. C'est ton permis de travail et ton numéro de social qui indique que tu es demandeur d'asile, tu es réfugié et tout ça. Alors, je ne coupe pas, hein, mais est-ce qu'on va pas se promener tout le temps avec la green card dans la poche, ou bien le social dans la poche et tout ça, non? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Faire des photos ou quoi? La loi vous demande de se promener avec. C'est maintenant à vous oui, c'est la loi fédérale exige à tout celui qui n'est pas citoyen américain de se promener avec un document qui, au cas où il doit faire vérifier son statut, il doit avoir ce document avec lui. Alors, par prudence, parce que certaines personnes tu peux faire tomber ton wallet, tu peux faire tomber... Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Oui. La mesure à prendre est plutôt de faire une copie de ce document que vous pouvez garder avec vous dans votre wallet, dans votre voiture, au cas où on vous demandait de prouver votre statut, vous pouvez montrer cette photocopie de votre document. Ok, d'accord. Donc c'est bien compris parce qu'il y a des questions qui étaient venues comme ça. Parce qu'on se disait, et si je me promenais avec ma green card par exemple, et je perdais mon porte-monnaie ou bien je perdais ci et ça, qu'est-ce qui allait arriver quoi? Parce que là encore c'est une autre procédure qui commence. Vous voyez. Il faut encore recommencer à appliquer ça encore. Voilà, donc d'autres se posaient la question comment est-ce qu'il faut gérer ça et tout. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à poser cette question-là. C'est important, si vous ne pouvez pas vous promener avec par danger de le faire tomber, ayez au moins une photocopie de ça, un papier que vous gardez dans votre wallet, dans votre sac, dans votre voiture, au cas où vous devez prouver votre statut. Ok. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous allez recommander aux gens? Prendre un avocat pour peut-être quelqu'un qui est dans les démarches. Est-ce qu'il serait intéressant de prendre un avocat pour l'aider à gérer ce qu'il est en train de faire, ou il peut juste aller sur le site, les différents sites et gérer les choses par lui-même? Je pose la question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent aller le faire par eux-mêmes. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce niveau-là? Donc, c'est pour ça que je demande quoi. Selon vous, quelles sont vos recommandations à ce niveau? Est-ce qu'il faut prendre un avocat ou bien tu vas sur le site parce que tout est en ligne et tu gères toi-même? Je ne suis pas de ceux qui encouragent les gens, en tout cas, à essayer de piloter un avion alors qu'ils n'ont jamais étudié comment piloter un avion. Ce n'est pas pour rien que c'est un domaine pour lequel certaines personnes partent à l'école pour ça. Ouais. N'essayons pas de faire
de faire le bricoleur partout. Vous savez, un domaine que vous ne maîtrisez pas, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mal d'aller trouver quelqu'un qui a des connaissances dans ce domaine. J'encourage toujours les gens. Tu peux dire que tu peux le faire seul, oui, mais tu peux commettre des erreurs dans la façon où tu remplis les formulaires. Tu peux omettre d'envoyer un document et puis l'immigration va refuser cette demande, te renvoyer ça, te demander de rajouter encore ce document-là. Ça ne fait que te faire perdre du temps. Alors que si tu l'avais dès le départ fait avec quelqu'un qui a la connaissance, il allait aider à faire tout ça. C'est très important de se prendre un avocat. Je pense que beaucoup de gens, ils ne fuient pas ce côté de aller chercher un avocat pour aider. Ils fuient au fait le côté de payer l'avocat. Parce qu'ils savent qu'ils vont devoir sortir de l'argent. Les gens n'aiment pas dépenser pour de bonnes choses. Ils peuvent dépenser pour n'importe quoi, hein, pour l'alcool, pour le voyage, pour les vêtements. Mais quand il faut dépenser pour les bonnes choses, ils sont hésitants. Encourage toujours les gens à prendre un... Non, mais peut-être qu'ils se disent que bon, c'est sur Internet, je peux rapidement faire moi-même et gérer le truc. Peut-être c'est à cause de ça. Oui, mais si c'est sur Internet, est-ce que tu comprends ce qu'il faut faire? C'est pas tout ce qui est sur Internet que tu comprends. Déjà, ce sont des documents qui sont dans une langue que tu ne maîtrises pas. Déjà, tu ne parles pas anglais, mais tu penses que tu peux faire une procédure d'asile, une procédure de pétition par toi-même. Non, tu ne maîtrises pas déjà la langue. C'est déjà un problème pour toi. Vas-y voir quelqu'un qui a des compétences pour t'aider dans ce domaine. Yeah. Ok, voilà, c'est bien. Donc maintenant, on va en parler un peu de notre communauté, la communauté africaine, surtout francophone. Tout de suite là, vous avez parlé ils ne comprennent pas la langue. Est-ce que selon vous, c'est pas quelque chose qui affecte beaucoup les Africains, surtout francophones ici, ou bien ça va, on arrive à s'en sortir quand même malgré ça? Non, on s'en sort pas. On s'en sort pas en tout cas. Vous avez eu des cas où les gens ne s'en sortent pas, c'est ça? Ils s'en sortent pas. C'est pas seulement question d'avoir des cas. C'est question que j'ai toujours dit aux gens, tu quittes ton pays, tu arrives à un endroit et si tu ne sais pas parler la langue de cet endroit, tu n'existes pas. C'est ça. Tu n'existes pas. Donc la langue pour les Africains francophones, c'est un très grand défi, qu'il faut relever, un très grand défi. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Je connais un parent, un homme, il a ses enfants. Ça fait, je pense, 12 ans qu'il est ici aux États-Unis. Vraiment, il ne se donne pas à apprendre la langue, il se donne pas et tout. Voilà, c'est facile pour pourquoi il ne se donne pas? Pourquoi il ne se donne pas selon vous? Je pense que c'est s'il faut que je sois très dur, je dirais que c'est juste par négligence. Juste par négligence et manque de volonté. Manque de volonté. Vous savez, vous ne pouvez pas être 10 ans à un endroit et continuer à complètement ignorer l'intégration dans cet endroit. C'est juste par manque de volonté, par manque de courage d'apprendre. Parce qu'il y a des gens qui disent, à cet âge, ce qu'il faut, je saurais encore apprendre. Il y a pas de l'âge pour apprendre. C'est ça, c'est ça. À n'importe quel moment, on peut apprendre. Vous pouvez apprendre, c'est juste question de volonté. Mais il faut aussi savoir poser de l'équilibre parce que beaucoup des immigrants qui viennent ici, du coup, ils se lancent dans le travail. Travail. Et ça fait en sorte aussi que, voilà, ça ne leur permet pas de trouver effectivement du temps pour se concentrer à apprendre parce que la langue, ça ne s'apprend pas seulement comme ça. Il faut d'abord avoir une base et cette base, il faut vraiment être concentré, il faut se donner. Et puis, la pratique de la langue s'est fait maintenant à l'extérieur où tu vas, tu communiques, tu parles et tout. Mais ça nécessite d'abord une base et tant que cette base n'est pas encore là, alors c'est ce qui rend les choses difficiles. Pourquoi? Parce que les immigrants sont concentrés sur une chose, travailler. Et ils n'ont pratiquement pas du temps pour autre chose.
Mais en même temps, je vais revenir sur la partie du travail là. Mais concernant la langue, est-ce que, bon, je me dis, si cette personne qui ne maîtrise pas après tant d'années aux États-Unis, est-ce que déjà c'est pas son milieu qui l'affecte? Parce que s'il est avec des personnes qui sont comme lui, on parle la même langue, je vais dire on parle le français, on est tous dans la même zone, on parle le français. Est-ce que cette personne-là va se dire, bon, est-ce que je vais aller apprendre d'autres langues? S'il comprend juste les b.a.-ba, s'il arrive à faire des Google Translate, est-ce que pour lui, est-ce qu'il va trouver ça nécessaire d'aller apprendre la langue, quoi? C'est aussi l'une des choses qui ne favorise pas les immigrants francophones à apprendre la langue, c'est notre communauté. Les Africains sont très communautaires, très communautaires. C'est ça, je suis d'accord avec vous. C'est difficile de voir les Africains vivre chacun pour soi, Dieu pour nous tous. C'est difficile. Les Africains veulent toujours vivre en communauté, vivre en famille, vivre ensemble. Et c'est ça, je suis d'accord. C'est une très bonne chose d'être soudé, d'être en communauté. Mais le côté mauvais de ça, c'est que ça ne nous aide pas à s'intégrer dans ce pays. C'est vrai que la communauté est importante, mais c'est aussi vrai de s'intégrer parce que nous sommes dans un nouveau environnement. Donc, il faut de plus en plus s'intégrer. Alors, le fait que lorsqu'on se retrouve entre nous Camerounais, nous parlons français, nous parlons d'autres langues. Lorsqu'on se retrouve entre nous Congolais, nous parlons français, nous parlons lingala, et ça fait que ça ne nous aide pas à apprendre l'anglais. Prenez une personne, sortez cette personne de cette communauté, mettez-lui au milieu de personnes qui parlent anglais, vous verrez que 3 mois, 4 mois, 6 mois, il va prendre l'anglais. La communauté est une bonne chose, mais ça ne nous aide pas aussi à pouvoir apprendre la langue. Ok. Et maintenant, pour résumer tout ça, selon vous, quels sont les 3 points qui retardent je vais dire, je vais parler d'émancipation, mais je vais dire la réussite, parce que quand on compare les Africains francophones et les Africains anglophones, on voit vraiment qu'il y a un écart. Bon, je suppose déjà que c'est peut-être à cause du système, mais après ça, qu'est-ce qui, selon vous, retarde les Africains francophones dans leur réussite, dans leur développement ici aux États-Unis? On peut parler déjà de la langue, Yeah. On doit commencer par là. On doit commencer par la langue parce que la langue c'est la base de tout. La langue, on doit commencer par la langue parce que les anglophones, Africains anglophones, ils ont un pas de plus pour nous juste à cause de ça, à cause de la langue, à cause de la langue. Donc, je pense que c'est la langue. On ne fait pas trop d'efforts vraiment d'apprendre. Et vous verrez que pour que quelqu'un apprenne, ou si vous voyez un Africain francophone évoluer très vite, faire de grandes choses, s'intégrer très rapidement, remarquez que c'est un solitaire. Il n'aime pas trop être avec les autres. Pourquoi? Parce que ça lui permet de fréquenter les Américains et autres pour s'épanouir en anglais. Donc la langue est très important. Moi, je suis quelqu'un qui aime la communauté. Un homme d'église ne peut pas s'éloigner des gens. Tu dois aller tu dois. Mais j'ai aussi beaucoup de discipline en ce qui concerne je me rassemble avec des gens que lorsqu'il y a des objectifs précis. Ok, on se voit pour l'église, là je viens. On se voit pour quelqu'un, un frère a perdu un membre de sa famille, je viens. Quelqu'un se marie, je viens. Mais pour tout ce qui reste comme venons, allons boire, venons, allons discuter, j'évite ça parce que ce sont des passe-temps inutiles qui ne nous aident pas à apprendre la langue. Je dirais, deuxièmement, je dirais le travail qui est en soi une bonne chose. Il faut travailler pour vivre dans ce pays. Tu ne peux pas vivre sans travailler. Mais ça devient, c'est comme ce que vous devez le dire, c'est un couteau à double tranchant. Ça coupe de ce côté, ça coupe de ce côté aussi. Ça aide à s'établir, à s'épanouir, mais en même temps, ça freine l'épanouissement. Parce que quelqu'un qui est aux États-Unis pendant 10 ans, qui ne fait que travailler, il n'a pas le temps pour autre chose.
il n'a pas le temps pour s'épanouir, il n'a pas le temps de connaître la vie. Il y a des gens, ça fait 3 ans, 5 ans qu'il est dans une ville. Bien sûr. Il ne connaît même pas ce qu'il y a dans cette ville, parce que pour lui, travail, maison. Bien sûr, ouais. Il n'épanouit pas. L'épanouissement, c'est aussi, voilà, il faut aller fréquenter, visiter, parler, voilà. Je pense la langue, le travail, et puis je dirais la communauté, hein, la communauté, parce que soyons francs avec nous-mêmes, parce que tant qu'on ne sait pas nous dire des vérités, nous ne saurons pas évoluer. Il y a un problème au milieu des Africains. Nous voulons tous être au même niveau. Nous sommes à l'aise lorsque nous sommes au même niveau. Il suffit que Jos Christ commence à sortir la tête, avoir un pas de plus. Nous essayons, nous tous, de le tirer vers les bas pour qu'il soit comme nous. Ça, c'est quelque chose. Mais ça, c'est partout, même en Afrique. Est-ce qu'on n'a pas envoyé ça? On n'a pas pris ça de l'Afrique pour venir ici avec, par exemple? Voilà, il y a des habitudes, que nous devons. Lorsque vous quittez un endroit, il y a des habitudes que vous devez emmener avec vous, mais il y a aussi des habitudes que vous devez laisser à cet endroit. Vous voyez? Parce qu'il y a des bonnes habitudes qui vont vous profiter partout où vous allez. Mais il y a des habitudes, des sales habitudes que, voilà, nous emmenons toujours avec nous, peu importe où nous allons. Nous ne voulons pas voir nos frères évoluer. Nous ne voulons pas nous voir nos frères. Quand Jos Christ fait des choses, ça réussit. Ah, lui, là, il pense quoi? Lui, il pense qu'il est meilleur que les autres. Non, il ne pense pas qu'il est meilleur que vous. Il se bat pour sa vie, pour aller de l'avant. Et soutenez une telle personne. Encouragez une telle personne pour qu'il aille de l'avant. Parce que sa fierté, c'est notre fierté à nous tous. Nous avons ce problème-là dans notre communauté. Nous aimons que nous puissions nous tous rester au même endroit. Il suffit que quelqu'un commence à faire un pas de plus, nous les tirons. Et puis, nous ne nous encourageons pas à évoluer. C'est ça. Et vraiment, je pense que ce serait intéressant si on comprenait ça et on se soutenait beaucoup plus. Je pense que ça va donner quelque chose de positif si on était tous conscients de ça, hein. Mais oui, bien sûr, parce que apprenons des autres communautés, apprenons des Indiens, apprenons des Chinois, les gens de China, quand ils viennent ici, je pense que ça existe. Mais tu as déjà vu un Chinois travailler dans le warehouse? C'est difficile, hein? C'est difficile. On les compte au bout des doigts, hein? Voilà, ils sont à compter. Pourquoi? Parce que quand ils viennent, ils trouvent déjà un système que ceux qui sont venus avant eux ont établi. Allez-y. Les Chinois sont beaucoup dans le nursing, dans la médecine. Ils veulent étudier, avoir de bonnes positions ici. Les Indiens, quand ils viennent, ils sont majoritairement des Indiens ici. Ils sont dans le business. Ils sont dans ils sont dans les gas stations et tout. Et quand leurs frères viennent, ils engagent d'abord leurs frères dans leurs propres entreprises. Vous voyez, l'argent continue à circuler entre eux dans la communauté. Ils se donnent des opportunités. Tu verras un Indien qui vient, qui travaille pendant un temps avec un autre. Qu'est-ce que le patron va faire? Il va créer un autre gas station. Il va lui donner la responsabilité. C'est ça. Travail, on va devenir partenaire et puis vous voyez, ils s'épanouissent ensemble comme ça dans la communauté. Nous devons apprendre de ces gens-là. Ils ne sont pas là pour aller boire, aller de gauche à droite, les discussions. Voilà. C'est vrai qu'ils sont aussi dans leur délire. C'est pas qu'ils n'ont pas des problèmes. Ils font aussi leurs Oui, bien sûr. Ils ont aussi leurs problèmes. Mais voilà, vous ne les verrez pas sur Internet en train de s'insulter les uns les autres, en train de se faire des lives de 1 heure, 2 heures du temps, en train de parler de mal des autres. Non, ils sont tellement concentrés à se développer dans ce pays que voilà, ils avancent. Si seulement nous prenons conscience et apprenons de nos frères là, nous pouvons devenir meilleurs. Ok. Bon, on n'essaie pas de jouer les experts, mais pourquoi est-ce que c'est à nous, ce genre de trucs-là, ça arrive quoi? Nous, on est capable de rester je donne l'exemple, sur un live pendant des heures, mais de l'autre côté, les autres sont en train de travailler. Qu'est-ce qui est? C'est qu'on aime trop la distraction ou c'est quoi le truc?
Non, je pense que c'est pas tout le monde qui aime la distraction. Ce sont des gens qui sont mal éduqués. Permettez-moi de le dire, parce que Oui, oui. il faut d'abord être très mal éduqué pour prendre 1 heure, 2 heures de son temps qui est déjà. Vous savez que le temps est très cher aux États-Unis. Les temps. Ouais, surtout ici, hein, le temps, ouais, Nous ouais, ouais. courons après les temps. Des fois, Mhm. on Ça ne aimerait suffit pas. que une Ça ne journée soit suffit, au moins ça, 36 heures. ça ne suffit 24 pas. heures, des fois, ne suffit pas parce qu'il faut dormir, Ouais. aller au travail, faire certaines choses. Mais il y a des gens qui Mhm. trouvent quand même 1 heure, 2 heures de leur journée être sur le live pour insulter les autres. C'est vraiment une mauvaise éducation. Et puis, c'est une preuve que ces gens-là n'ont pas de vision pour leur propre vie. Parce Mais en que, même temps, il y a d'autres personnes qui gagnent leur vie avec ça. Je ne sais pas. Ceux qui font peut-être il y a des gens qui sont célèbres sur TikTok, ils gagnent leur vie avec ça ici comme ça. Peut-être que ça, c'est leur boulot. vous savez, les mains, j'ai appris ceci très tôt, les mains Mhm. sales sont signes d'argent propre. Ça Ok. veut dire que l'argent qui est propre, l'argent qui est digne, ça doit venir du travail de tes mains. Vous voyez, tu dois travailler, tu dois faire quelque chose pour avoir de l'argent. On ne fait pas de l'argent en détruisant les autres. C'est On ça. ne fait pas de l'argent derrière le dos des gens. Quand tu C'est ça. insultes les gens pendant le live de 1 heure, 2 heures et tu prends quelques dollars que TikTok peut te payer, tu penses que cet argent-là va être bénéfique pour toi? Quand ces personnes-là sont chez eux innocemment, ou bien même s'ils ont fait ces choses, vous prenez le temps de les maltraiter, de les insulter, de les condamner sur Internet. Vous pensez que quand ils prient Dieu pour ces gens-là, ils auront la vie heureuse? Jamais. Vraiment. Jamais. Donc c'est une preuve qu'ils n'ont rien de grave pour leur propre vie. Vous savez, si à chaque fois tu regardes toujours qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres, qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres, c'est-à-dire que tu n'as pas le temps de se concentrer sur ta propre vie. C'est C'est-à-dire toi. que ta vie est tellement ennuyante que pour voilà donner un peu de l'ambiance à ta vie, tu dois à tout moment regarder sur ce que les autres font. Ça se passe. Donc, Non? c'est un Ok, signe. yeah. Non, mais faudrait qu'on prenne conscience de ça et comprendre que, moi, je dis toujours quelque chose aussi. Quand on quitte quelque part, on a quitté l'Afrique pour venir ici, c'est qu'on représente tout un continent, en fait. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, la bonne conduite, je pense que c'est la moindre des choses à faire, hein. Oui, parce qu'il y a un ami c'est un Congolais, mais qui a épousé une Haïtienne. Une Haïtienne. Alors, l'Haïtienne n'arrêtait pas de lui dire, tu vois, le jour où tu vas me briser le cœur, le jour où tu vas me faire du mal, je haïrai tous les Congolais. Non, comprenez pas. Un jour, je me dis, au fait, elle n'a pas tort de le dire parce que tu représentes les Congolais. Pour elle, C'est ça. tu représentes tout un pays. Tout ce que C'est tu ça. fais, à partir de toi, elle va mettre ça sur chaque Congolais qu'elle va rencontrer toute sa vie. C'est Donc, ça. ce que tu fais quand tu viens d'un endroit, ça représente l'éducation de cet endroit, comment les gens vivent. Alors, la moindre des choses, c'est de faire respecter l'Afrique, c'est de faire respecter nos pays. Comportons-nous de manière digne, respectons la loi, soyons des bons citoyens. C'est aussi une manière pour les Blancs de voir que, au fait, ces gens, ils ne viennent pas de la brousse, ils viennent pas C'est ça. d'un forêt, ils viennent d'un endroit où les gens sont civilisés, ils sont cultivés, Ouais, et ils sont c'est ça. intelligents. Ouais, vous faites bien de le dire parce que honnêtement, quand on dit Afrique, les gens, ils ont des idées bizarres, hein, je vous dis pas, ils ont vraiment des idées incroyables, quoi. Toi-même, tu te dis, C'est la forêt, on vit avec des lions. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Ok, d'accord, merci. On va continuer avec notre petit truc. Qu'est-ce que vous pensez je vais poser la question comme ça. Quelqu'un qui vient, et il commence à travailler. Automatiquement, son premier réflexe, c'est de commencer à envoyer de l'argent au pays. Bon, je sais qu'il y a des cas particuliers, mais il dit, OK, j'ai commencé à travailler, ma priorité, c'est de peut-être commencer à construire une maison au pays, sans même chercher à comprendre comment, là où il est venu, comment est-ce que le système fonctionne. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de mentalité et est-ce que c'est des choses à encourager, par exemple?
je suis toujours divisé dans mon avis quand il faut parler de ce sujet. Parce que la façon dont nous orientons nos finances diffère d'une personne à une autre. À une autre, bien entendu, oui. Quelqu'un d'autre vient, il travaille et il ne fait que envoyer l'argent en Afrique. Vous ne savez pas pourquoi il fait ça parce que nous ne venons pas tous d'une même famille. Bien sûr. Dans nos familles, nous n'avons pas tous les mêmes réalités. Les mêmes réalités. Il y a des gens qui viennent, ils ont laissé par exemple leurs parents, la femme, les enfants dans des conditions très difficiles. Vous ne pouvez pas demander à une telle personne de ne pas envoyer de l'argent en Afrique. Un homme qui est ici et qui a eu une femme et les enfants en Afrique, vous ne pouvez pas l'interdire d'envoyer de l'argent en Afrique. Bien sûr, bien sûr. Ici, un jeune qui commence sa vie, voilà, les parents sont dans les difficultés. C'est impossible qu'il n'envoie pas de l'argent. Mais il faut aussi poser l'équilibre pour nous dire entre nous, écoute, pour mieux aider les gens, tu dois d'abord toi-même te tenir sur une fondation solide. Tu dois d'abord toi-même t'organiser ici. Tu dois connaître comment est-ce que les finances fonctionnent ici, comment la vie fonctionne ici, comment être stable toi-même ici avant d'aider. Ce n'est pas mal d'aider les gens. Ce n'est pas mauvais d'envoyer de l'argent en Afrique, mais pour vous-même, qu'est-ce que vous avez déjà fait ici? Parce que vous avez été en Afrique, vous avez vécu en Afrique. C'est pas que si vous n'envoyez pas, ces gens-là vont du coup mourir. Non. Vous avez été là-bas avec eux, vous avez galéré ensemble, personne n'est mort. Donc ce n'est pas parce que si vous décidez de ne pas envoyer que du coup eux tous vont mourir. Non, envoyez, mais sachez aussi faire la part des choses. Organisez-vous ici, construisez, parce que ce sont les mêmes personnes, après 10 ans, ils vont te dire, tu es allé là-bas, ça fait 10 ans, qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà fait? C'est les mêmes personnes qui te demandent de l'aide, c'est ça? Les mêmes personnes qui te demandent de l'aide sont les mêmes personnes qui vont te dire, jusque-là, on voit rien de concret. Ils oublient que ce avec quoi tu pouvais concrétiser quelque chose, tu les envoyais ça pour prendre soin d'eux. Donc, c'est une bonne chose d'aider, mais d'aider les nécessités. Vous voyez? Parce que je dis toujours aux gens, l'argent n'est pas toujours pour dépenser. L'argent, on l'envoie dans les nécessités. N'envoie pas seulement de l'argent à quelqu'un qui t'appelle, ton frère qui t'appelle et dit les 28 c'est mon anniversaire, hein, envoie-moi de l'argent. Non, ça c'est une bêtise. Moi je veux prendre juste mon argent juste pour t'envoyer fêter ton anniversaire. Non. L'argent qu'on a gagné avec la souffrance ici, parce qu'il faut le dire. Voilà, c'est avec quelle souffrance que tu gagnes ton argent. Des fois, tu es debout pendant 12 heures du temps. Des fois, tu es debout pendant 10 heures du temps. Des fois, toi-même, tu te prives des choses. Pourquoi prendre de l'argent, envoyer à quelqu'un juste pour qu'il fête son anniversaire en Afrique? Non, envoyer de l'argent pour scolariser les gens, envoyer de l'argent pour les soins médicaux, envoyer de l'argent pour que les gens mangent. Mais tout ce qui reste comme, voilà, je vais aller à Dubaï, envoie-moi de l'argent. Non, force-toi toi-même, va à Dubaï. Pourquoi tu veux que moi je t'envoie à Dubaï? Parce que je suis ton frère, je suis ta sœur? Non. Battez-vous aussi à réussir. Moi, je me suis battu. Je suis ici à cause de mes efforts, à cause de la grâce de Dieu. Faites-en de même aussi là-bas. Ce n'est pas que il faut seulement quitter l'Afrique pour réussir. Il y a des gens qui sont en Afrique qui réussissent très bien plus que nous ici. Très bien. Oui. Très bien. Alors, quelqu'un peut aussi très bien réussir en Afrique que nous qui sommes ici. Donc, c'est pas que nous qui sommes ici, voilà, nous sommes au ciel, nous sommes au paradis déjà, tout est rose, nous sommes là que pour, voilà, envoyer. C'est pas, il faut être dans le pays, il faut être ici pour comprendre comment ça se passe. Voilà. Ce qui est plus important, établis-toi d'abord, organise-toi, et une fondation solide, des investissements, des entrées et tout. Toi-même, tu es à l'aise, tu es tranquille. En ce moment-là, tu peux très bien aider les gens qui sont en Afrique. Ok, merci beaucoup. Et quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui vient d'arriver ici aux États-Unis? Quels sont les pièges peut-être dans lesquels il ne faut pas tomber et quelques conseils pour qu'il puisse mieux se retrouver et mieux évoluer par la suite? Parce que beaucoup de personnes, quand ils viennent, ils sont souvent désorientés. C'est pas le même style de vie. Et ici, comme vous l'avez dit, la vie, ça va très vite. Le temps, ça passe très vite. Et quand on ne fait pas attention, on se retrouve déjà à dire, je suis en train de faire 5 ans, 6 ans ici. Mais après, on ne constate pas réellement cet effet-là. Quels sont peut-être les conseils que vous pouvez donner à ces personnes qui viennent d'arriver ou bien qui sont en train d'arriver? J'ai dit toujours aux gens, lorsque vous avez quitté
l'Afrique, le jour où vous quittez l'Afrique pour venir aux États-Unis, nous tous, nous avons des objectifs. Nous venons avec l'idée claire de ce que nous allons faire aux États-Unis. Le plus important dans ce pays, c'est se battre pour garder ses objectifs en vue. Parce que dans ce pays, c'est très facile de perdre de vue ce pourquoi vous êtes ici. Parce que c'est un autre monde, c'est un autre système, un système tellement différent du système dans lequel nous venons. Et ça fait que j'ai un ami qui dit que c'est une autre planète en fait. Voilà, si tu ne fais pas, si tu n'es pas quelqu'un qui est concentré sur les objectifs, tu vas très rapidement perdre ses pourquoi. J'ai vu des jeunes venir avec conscience, commencer les travaux avec conscience. 2 mois, 6 mois après, tu regardes la personne, tu te dis, mais c'est la même personne qui me parlait des projets quand il était venu. Complètement tourné dans autre chose, il met l'argent dans n'importe quoi. Aujourd'hui, il achète une voiture, demain il fait l'accident, d'autres, après demain il part encore prendre une autre loan pour une autre voiture. Tu vois qu'il met sa vie dans des situations très très compliquées, des choses qui vont lui faire beaucoup de mal. Le plus important, gardez en objectif, gardez en vue les choses pour lesquelles vous vous êtes dit quand vous étiez en Afrique. Tu avais des projets, des idées, des construits, bats-toi pour réaliser ce projet. Reste tellement concentré sur ce que tu es venu faire ici. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici pour une saison. Hein. Il vient, il dit, bon, je vais faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis je vais retourner en Afrique. Mais concentre-toi sur ces 15 ans-là. Je ne vous coupe pas, mais est-ce que c'est facile d'être focus sur ses objectifs comme ça? De la manière dont on voit le pays là, il y a tellement de choses. Comment est-ce qu'on résiste à ne pas tomber dans certains pièges en fait? Ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui... Vous remarquerez que les millionnaires, les milliardaires, les gens qui impactent, ils sont peu en termes de nombre que les restes du monde. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils font des choses que les restes ne font pas. Ne font pas. Ok. C'est parce que ils sont concentrés sur des choses et les autres sont concentrés sur tout ce qui est distraction et autres. Vous voyez? Ce qui fait de quelqu'un, ce qui donne à quelqu'un la capacité de rester objectif, de poursuivre les objectifs, c'est la discipline. Okay. C'est la discipline. Disciplinez-vous. Orientez votre... Regardez, quelqu'un à qui on paye $600 par semaine, par exemple. On te paye $600 par semaine. Et tu vas te dire, la semaine prochaine encore, j'aurai encore $600. Et tu peux gaspiller les $600 de cette semaine parce que tu sais que la semaine prochaine, tu en auras encore. Mais les gens qui réussissent, ils réfléchissent pas comme ça. Il peut pas dilapider $600 parce qu'il sait qu'il aura un autre $600. Non. Il va organiser les 600 qu'il a aujourd'hui, malgré qu'il aura encore un autre demain. C'est cette discipline-là qui vous distingue pour réussir. Je suis jeune. Vous êtes jeune. Pourquoi? Vous pensez que moi, je n'ai pas la capacité ou bien je n'ai pas les envies d'aller chercher les prostituées? J'en ai, non? Vous pensez qu'avec mon argent, je ne peux pas faire des bêtises dans ce pays? Non. Pourquoi je ne fais pas? Parce que j'ai des objectifs. La discipline, bien sûr. C'est ça qui fait la différence. Tu veux réussir, discipline-toi. Crée un budget. Tu sais que mes dépenses mensuelles sont ça. Chaque mois, je garde autant. Je peux me rester avec autant et dépenser. C'est cette discipline-là qui te permet de réaliser des grandes choses. Sans la discipline dans ce pays, tu vas te perdre et te reperdre. Tu te lèves, tu te perds encore, tu retombes, tu vas te perdre sans la discipline. C'est un pays qui va très vite avec beaucoup des informations en même temps, beaucoup de choses à faire en même temps. Si tu ne sais pas te gérer et te contrôler, tu vas te perdre. C'est ça. La discipline. C'est ça. Donc, en venant ici, il faut être prêt à être discipliné, savoir pourquoi on est en train de venir et rester focus sur ses objectifs, en gros. Exactement. Restez objectif, soyez discipliné, poursuivez vos objectifs. Ok. Voilà, merci beaucoup. Et concernant tout ce qui a rapport à l'immigration, tout ce qui a rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, quel message peut-être d'apaisement on peut envoyer aux Africains, je vais dire en général, et surtout aux Africains francophones,
pour qu'on ne prenne pas peur et qu'on ne vive pas dans l'angoisse, parce que ça, vraiment, ça joue sur le moral, ça joue sur le mental. Quel est le message qu'on pourrait envoyer pour peut-être apaiser un peu, pour qu'on puisse savoir que quand même, ça va aller et tout ira bien? Ce que je dis, ces derniers temps, il y a beaucoup des informations qui sont lancées sur Internet, beaucoup d'informations, et les gens prennent. Alors, ce qui fait que les gens sont en panique, et c'est juste à cause de cette multitude des informations qui sont lancées. C'est une bonne chose d'être informé. C'est aussi une chose meilleure ou mieux de prendre aussi le temps soi-même de se renseigner, de se cultiver sur tout ce qui se dit sur Internet. C'est pas tout ce qui passe sur Internet qui est vrai. Vous voyez, il y a des gens qui mettent des informations avec l'objectif d'avoir des vues. Alors, ils sont prêts à mentir, à dire des choses. Alors, il y a des gens qui sont en panique. Est-ce qu'on va me déporter? Toi, tu as la green card. Tu n'as pas des crimes. Tu n'as pas des problèmes avec la police. On va te déporter sur base de quoi? Donc, tu vois que les gens sont en panique par rapport à tout ce qui se dit. C'est juste parce qu'ils prennent pas le temps, après avoir écouté une information, d'aller vérifier. Généralement, lorsqu'il y a des annonces qui se font, il y a des grandes chaînes comme les CBN News et tout ça les CNN et tout. Allez-y, renseignez-vous. Il y a des pages officielles de l'immigration, pages officielles de la Maison Blanche. Ils mettent des informations. Allez-y sur ces pages, vérifiez tout ce qui s'est dit. Est-ce que ça vous concerne vous ou bien ça ne vous concerne pas? Alors, ça sera une manière d'apaiser un peu les gens. Et autre chose aussi, faites de votre mieux, en tout cas, surtout ceux qui sont demandeurs d'asile ces derniers temps. Évitez le problème avec la police, évitez les problèmes avec tout ce qui est infraction routière et tout, évitez, parce que ça peut vraiment très vite devenir pour vous un sujet de tristesse. Imaginez juste pour un ticket de circulation seulement, on vous met sur une procédure de déportation, ça fera pas bien. Alors évitez tout ce qui est problème avec l'immigration et tout. Ceux qui sont en train de se battre pour ajuster leur statut et tout. Vous savez, lorsque des gens viennent directement aux États-Unis avec la résidence, ceux qui sont nés ici, ils connaissent pas la souffrance de nos frères qui viennent de leur pays. Les gens viennent aux États-Unis pour diverses raisons. Voyez, c'est pas parce que toi tu es venu légalement que tu dois mépriser ceux qui sont venus illégalement. Peut-être qu'ils ont fui une calamité, une peine, une honte. Alors, ils sont venus pour se chercher Alors, ce qui est important, battez-vous, légalisez vos documents ici, prenez des avocats, faites ce que vous pouvez faire et puis associez la prière et foi en Dieu. Je crois que ça ne va pas marcher pour tout le monde, mais ça peut marcher pour une catégorie de personnes. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour ces conseils-là. Merci beaucoup pour le temps aussi. Je pense qu'on est arrivé à la fin de notre petite émission. On aura peut-être le temps de refaire d'autres émissions comme ça et on va mieux discuter par rapport à tout ce qui concerne la communauté, surtout francophone, ici aux États-Unis. Donc, je suis ravi et encore je vous remercie parce que c'est le deuxième que nous sommes en train de tourner. Le premier, on avait quelques difficultés, mais vous êtes mis à notre disposition. Je tiens à vous remercier par rapport à ça et vraiment merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir reçu encore aujourd'hui. Espérons vraiment que celle-ci n'aura pas de problème. Non, bien sûr. On va s'atteler à ça. Vraiment. Prochainement, nous aurons une autre mission, mais pour passer à autre chose, pas pour... Ouais. C'est ça, voilà. Mais en tout cas, je suis vraiment très, très content d'avoir partagé ce temps. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup à vous et on va se dire à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Yeah.